Je m'appelle Brianna Mercé, et j'ai enduré 32 ans dans une famille patriarcale. Il y a 3 semaines, après le décès de nos parents, mon frère m'a mise à la porte de la maison. Il m'a regardé droit dans les yeux et a dit, « Papa a décidé il y a longtemps, les fils héritent de tout. » Les filles n'ont rien. Ça a toujours été comme ça dans cette famille, et c'est comme ça que ça restera. Puis il a changé les serrures de la maison où j'ai grandi, la maison où j'ai passé 2 ans à soigner notre mère mourante pendant qu'il ne lui a rendu visite que 3 fois, la maison où je lui tenais la main pendant la chimiothérapie alors qu'il vérifiait sa Rolex et se plaignait de la circulation. Il a jeté mes affaires sur la pelouse et m'a dit que je n'étais qu'un fardeau, car aux yeux de mon père, c'est tout ce qu'une fille pouvait être. Mais voici ce que mon frère ne savait pas. Notre mère avait passé 8 ans à se préparer pour ce moment précis. 8 ans de rendez-vous secrets avec des avocats, 8 ans à construire quelque chose qu'il ne pourrait pas toucher. Avant que je vous raconte ce qui s'est passé à la lecture du testament, veuillez prendre un moment pour aimer et vous abonner, mais seulement si cette histoire vous touche. D'où regardez-vous en ce moment? Laissez votre lieu et leur local dans les commentaires. Maintenant, laissez-moi vous raconter comment une fille sans valeur a fini par tout avoir. Pour comprendre ce que Marcus a fait, il faut comprendre la famille Mercé. Mon père, Robert Mercé, a bâti sa vie sur une conviction inébranlable, les fils font avancer la famille. Les filles, elles, font un bon mariage et disparaissent sous le nom de quelqu'un d'autre. Il n'était pas cruel à ce sujet, pas ouvertement. Il répartissait simplement son attention en conséquence. Il était entrepreneur, assez prospère pour nous acheter une maison coloniale de 4 chambres dans la banlieue du Connecticut. Un quartier agréable, de bonnes écoles, un atelier dans le garage où il passait les week-ends avec Marcus, lui apprenant à construire des choses pendant que j'aidais maman dans la cuisine. Ma mère, Linda, était le centre tranquille de notre foyer. Elle entretenait un jardin de lavande dans l'arrière-cour, qu'elle soignait chaque matin. Elle avait cette façon d'adoucir les angles les plus vifs de mon père, de rendre ses rebuffades moins personnelles. Marcus, de 6 ans mon aîné, a absorbé la vision du monde de papa comme une écriture sainte. Quand il a été diplômé, papa a payé ses études de commerce à l'UQON. Quand Marcus a voulu se lancer dans l'immobilier, papa l'a mis en contact avec tous les entrepreneurs et promoteurs qu'il connaissait. Quand j'ai voulu faire des études d'infirmière, papa a dit, les filles n'ont pas besoin d'études coûteuses. Tu te marieras de toute façon. J'ai obtenu des bourses. J'ai fait des doubles services dans un restaurant. J'ai payé mes propres études. Et je me souviens, c'était il y a 8 ans, ma mère m'a prise à part un soir, après un autre dîner où papa célébrait la première grosse vente de Marcus, tout en ignorant presque mon admission au programme. Je me suis occupé de toi, a-t-elle murmuré en me serrant la main. Tu ne comprendras pas maintenant, mais je l'ai fait. Je ne savais pas ce qu'elle voulait dire. Je pensais que c'était juste quelque chose que les mères disent. Je n'avais aucune idée qu'elle avait passé cet après-midi-là avec une avocate nommée Evelyn Cole, à signer des papiers qui allaient tout changer. Il y a 2 ans, on a diagnostiqué à maman un cancer du sein de stade 3. Je me souviens encore de l'appel. J'étais à mi-chemin de mon service à la maison de retraite de Maplewood, quand mon téléphone a vibré avec le numéro de papa. Il ne m'appelait jamais au travail, il ne m'appelait presque jamais du tout. « Ta mère est malade », a-t-il dit. « Tu dois rentrer à la maison. »« Pars, on a besoin de toi, juste tu dois rentrer à la maison. » Comme si c'était mon travail, comme si ça l'avait toujours été. Je suis revenu en moins d'1 semaine. J'ai demandé des services de nuit pour pouvoir être avec maman pendant la journée. Les rendez-vous de chimiothérapie, les séances de radiothérapie, la lente détérioration qu'entraîne le cancer. Mon salaire a baissé de 20%, mais je m'en fichais. C'était ma mère. Marcus est venu 3 fois en 2 ans. 3. Chaque visite a duré moins d'1 heure. Il arrivait en trompe dans ses costumes Hugo Boss, embrassait le front de maman, vérifiait sa Rolex et repartait. Victoria, sa femme, est venue une fois, et a passé tout son temps à photographier la maison pour des souvenirs, en regardant à peine maman. Papa n'a jamais reconnu ce que je faisais. Dans son esprit, c'était simplement ce que les filles font. Mais maman, elle, savait. Elle a commencé à rencontrer quelqu'un 1 fois par mois. Une avocate, disait-elle, pour des papiers d'assurance. Je la conduisais à un bureau à Hartford, j'attendais dans la voiture, et je la ramenais à la maison. Elle semblait toujours plus légère après,
comme si elle s'était délestée d'un poids qu'elle portait depuis trop longtemps. « Tu es une si bonne fille », m'a-t-elle dit un soir, alors que je l'aidais à se coucher. « Quoi qu'il arrive, Brianna, souviens-toi que tu as tout fait correctement. Tu as été présente. Ça compte plus que quiconque ne le sait. » Je pensais qu'elle parlait du cancer. Ce n'était pas le cas. Laissez-moi vous parler de mon frère et de sa femme. Marcus et Victoria vivaient à Greenwich, dans une maison de 5 chambres, dans un quartier où les boîtes aux lettres coûtaient probablement plus cher que ma voiture. Victoria se disait de mondaine, ce qui, d'après ce que j'ai pu comprendre, signifiait qu'elle assistait à des vernissages et publiait des photos de ses sacs Chanel sur Instagram. Elle me regardait comme si j'étais quelque chose à nettoyer. En fait, non. Elle me regardait comme si elle ne me voyait pas du tout. J'étais le personnel. Le bruit de fond. Brianna, a-t-elle dit à Thanksgiving il y a 2 ans, le dernier où maman était assez bien pour cuisiner, as-tu déjà pensé à faire quelque chose avec plus de perspectives de carrière? Tu ne peux pas passer ta vie à torcher des personnes âgées. La main de maman s'est crispée sur sa fourchette. Je suis infirmière diplômée, ai-je dit doucement. J'aide les gens. Le rire de Victoria était une chose délicate et méprisante. Bien sûr que tu le fais. Mais le moment qui m'est resté en mémoire est arrivé plus tard ce soir-là. J'étais allé à la cuisine chercher de l'eau et j'ai entendu Marcus et Victoria dans le couloir. Ne t'inquiète pas pour elle, a dit Marcus. Papa m'a déjà tout promis. Depuis des années. Elle n'aura rien. Elle est juste là pour jouer à l'infirmière jusqu'à ce que maman s'en aille. Ensuite, elle pourra retourner à sa petite vie triste. Bien, a chuchoté Victoria en retour. On en a besoin, Marcus. On en a vraiment besoin. Je suis resté figé derrière la porte de la cuisine, un verre d'eau à la main. Quelque chose n'allait pas. Je ne savais pas quoi, mais le désespoir dans la voix de Victoria ne correspondait pas au style de vie de Greenwich, aux vêtements de marque, à la supériorité des involtes. Je suis retourné me coucher et je me suis dit que ça n'avait pas d'importance. Je n'avais aucune idée à quel point ça en aurait. Il y a 6 semaines, ma mère a été déclarée guérie du cancer. Je me souviens avoir pleuré dans le bureau de l'oncologue. 2 ans de peur, à la voir maigrir, pâlir et se battre, et elle avait gagné. Nous sommes allés déjeuner dans son café préféré, et elle a commandé une coupe de champagne pour la première fois depuis son diagnostic. Je veux rendre visite à ma mère, a-t-elle dit, en parlant de grand-mère Eleanor, qui vivait dans une résidence pour personnes âgées dans le Connecticut. Ton père me promet de m'y conduire depuis des mois. Il y a 4 semaines, ils y sont finalement allés. Ils ne sont jamais revenus. Un chauffeur de camion s'est endormi sur l'île 95. La police a dit que c'était instantané. Ils ont dit qu'ils n'avaient pas souffert. Je ne sais pas si c'est vrai. Je ne sais pas si on dit jamais autre chose. Je travaillais de nuit quand j'ai reçu l'appel. Je me souviens avoir marché jusqu'à la cage d'escalier, parce que je ne pouvais plus respirer dans le couloir, et m'être assise sur les marches froides en béton, mon téléphone par terre là où je l'avais laissé tomber, la police de l'État du Connecticut toujours en ligne, me demandant si j'étais là. Je ne me souviens pas de ce que j'ai dit. Je ne me souviens pas avoir conduit pour rentrer. Je me souviens de l'odeur du jardin de lavande de maman quand je suis finalement arrivé dans l'allée à 3 heures du matin, et je me souviens avoir pensé qu'elle ne s'en occuperait plus jamais. Les funérailles ont eu lieu 4 jours plus tard. Saint Andrews épiscopal, l'église où mes parents s'étaient mariés. 80 personnes sont venues. Marcus a fait l'éloge funèbre. Il a parlé de papa pendant 7 minutes. Il a mentionné le nom de maman 2 fois. Et avant la fin de la réception, alors que je recevais encore les condoléances de personnes qui se souvenaient de ma mère bien mieux que mon frère ne semblait le faire, Marcus m'a pris à part. On doit parler, a-t-il dit, de la maison. Les fleurs des funérailles étaient encore fraîches quand mon frère m'a informé que je n'avais plus de maison. Tu dois vider tes affaires avant la fin de la semaine, a dit Marcus, sa voix assez basse pour que les autres personnes en deuil ne puissent pas entendre. Nous étions dans le vestibule de l'église, les vitraux projetant des ombres colorées sur son visage. La maison est à moi maintenant. Papa l'a dit clairement il y a des années. Je l'ai dévisagé, ma robe noire avait encore un mouchoir coincé dans la manche, après avoir pleuré pendant la cérémonie. Marcus, nous n'avons même pas encore lu le testament. Le testament n'est qu'une formalité. Il a redressé sa cravate Hermès,
ai-je remarqué distraitement. Tu sais ce que papa pensait. Les fils héritent. Ça a toujours été comme ça. Tu devrais être reconnaissante que je te donne une semaine. Reconnaissante. Le mot est sorti, étranglé. Écoute, il a adouci sa voix pour en faire quelque chose qui aurait pu paraître raisonnable à quiconque ne le connaissait pas. Je comprends que ce soit difficile. Tu as vécu là, tu t'es occupé des choses. Mais c'était ton choix. Tu aurais pu avoir une vraie carrière, une vraie vie. Au lieu de ça, tu as choisi de jouer à l'infirmière. Ce n'est pas de ma faute. Derrière lui, Victoria vérifiait son téléphone, déjà ennuyée. Ce n'est pas Marcus, je me suis occupé de maman pendant 2 ans. Pendant que tu. Pendant que je quoi? Ses yeux se sont durcis. Pendant que je construisais quelque chose? Pendant que je me réalisais. Ne fais pas semblant que vider des bassins de lit, c'est la même chose que diriger une entreprise, Brianna. On sait tous les deux ce que tu es. Il a reculé, ajustant ses poignets. Une semaine, a-t-il dit. Ensuite, je change les serrures. Je l'ai regardé retourner vers Victoria, je l'ai regardé se pencher et sourire, je les ai regardés partir sans dire au revoir à personne. C'était lundi. Il n'a même pas attendu une semaine. Mercredi soir, 2 jours après les funérailles, je suis rentré du travail à 19h, épuisé d'une manière qui n'avait rien à voir avec mon service. Le deuil fait ça. On a l'impression de se déplacer dans l'eau. Ma clé n'a pas fonctionné. J'ai réessayé, confuse, pensant que le froid avait peut-être déformé quelque chose. Mais non, la serrure avait été changée. Le pen dormant aussi. J'ai fait le tour jusqu'au garage. Mes affaires, mes vêtements, mes livres, la boîte à recettes de maman qu'elle m'avait donnée et tout ce que je possédais avait été jeté dans des cartons de déménagement et empilé contre le mur. La pluie de l'après-midi avait traversé 2 d'entre eux. Mon diplôme d'infirmière était gondolé et humide. À travers la fenêtre, j'ai pu voir Victoria traverser le salon, un verre de vin à la main, riant de quelque chose sur son téléphone. Elle m'a vu regarder. Elle a souri, a levé son verre dans un petit toast, et s'est éloignée. J'ai appelé Marcus. Il a répondu à la 2e sonnerie, comme s'il attendait. La maison est légalement à moi, a-t-il dit, sans même faire semblant de s'excuser. J'ai fait vérifier par mon avocat. Succession de papa, maison de papa, décision de papa. Tu as 24 heures pour récupérer tes affaires de la propriété avant que je ne les fasse enlever. Marcus, j'ai grandi là. Et maintenant, tu n'y habites plus. C'est comme ça que la vie fonctionne, Brianna. Peut-être que si tu avais fait quelque chose de ta vie, tu ne serais pas sous la pluie en ce moment. J'ai mis fin à l'appel car je ne me sentais pas capable de parler. Je me suis assise sur l'herbe mouillée, à côté des cartons de mes affaires en ruine, et j'ai serré la seule chose qui n'avait pas été endommagée, la montre Timex de maman, rangée en sécurité dans ma poche depuis que l'hôpital avait rendu ses effets personnels. C'est là que j'ai trouvé la lettre. La lettre se trouvait dans une boîte d'affaires de maman, des objets que Marcus avait dû considérer comme sans valeur. Ses gants de jardinage, quelques vieilles photographies et une enveloppe de couleur crème avec mon nom écrit de sa main. Pour Brianna, le moment venu. Je ne l'ai pas ouverte sur cette pelouse. Je ne pouvais pas. Au lieu de cela, j'ai appelé la seule personne à qui je pouvais penser, Diane Foster, l'infirmière en chef de Maplewood, qui avait été une sorte de mentor pour moi pendant 3 ans. Elle est arrivée dans sa Honda Odyssey en moins de 30 minutes. Monte, a-t-elle dit, sans poser de questions. Tu restes chez moi ce soir, et demain, et aussi longtemps que tu en auras besoin. Son appartement était petit, 2 chambres dans un complexe de Hartford qui avait connu des jours meilleurs, mais il était chaud et sec. Et quand elle m'a tendu une tasse de thé et une couverture, je me suis enfin laissé pleurer. Plus tard, quand j'ai pu à nouveau respirer, j'ai ouvert la lettre de maman. Son écriture était tremblante, elle avait dû l'écrire pendant la chimio, quand ses mains tremblaient constamment. Ma chère Brianna. Si tu lis ceci, alors ce que je craignais est arrivé. Ton père et ton frère t'ont montré exactement qui ils sont. Je veux que tu saches, je l'ai vu. Je l'ai toujours vu. Et je ne pouvais pas changer ton père, Dieu sait que j'ai essayé, mais je pouvais te protéger. Contacte Evelyn Cole chez Harrison et Cole à Hartford. Elle a tout ce dont tu as besoin, tous les papiers, tous les arrangements, tout ce que je n'ai pas pu te donner de mon vivant.
Tu n'es pas un fardeau. Tu ne l'as jamais été. Tu es la meilleure chose que j'ai jamais faite. Je t'aime plus que la lavande, le soleil et toutes les bonnes choses. Maman. Je l'ai lu 3 fois avant que les mots n'aient un sens. Puis j'ai appelé le numéro qu'elle avait écrit en bas. Harrison et Cole occupaient un brownstone dans le centre de Hartford, le genre de bâtiment ancien et cossu avec des plaques en laiton et des parquets qui craquaient d'histoire. Je me sentais mal habillé dans ma blouse propre, mais l'assistante d'Evelyn Cole a simplement souri et m'a conduite à un bureau d'angle, tapissé de livres de droit et baigné d'une douce lumière d'après-midi. Evelyn n'était pas ce à quoi je m'attendais. La cinquantaine avançait, des cheveux argentés relevés en un chignon élégant, vêtue d'un tailleur Armani anthracite, mais ses yeux étaient chaleureux quand elle m'a serré la main. « Brianna » a-t-elle dit, « j'attendais votre appel. Votre mère parlait constamment de vous. Cela a failli me briser sur le champ. Elle. J'ai dégluti. Elle m'a laissé une lettre. Elle a dit que vous aviez des papiers. Evelyn m'a indiqué une chaise. En effet. Votre mère et moi avons travaillé ensemble pendant 8 ans, Brianna. C'était l'une des personnes les plus réfléchies que j'ai jamais représentées. 8 ans? C'était la même période dont maman avait parlé à voix basse quand j'avais été accepté en école d'infirmière. Votre mère connaissait les intentions de votre père, a dit Evelyn prudemment. Elle savait que Marcus hériterait de tout ce que Robert contrôlait, et elle ne pouvait pas changer ça. Elle ne pouvait pas le changer, lui. Mais elle pouvait s'organiser en conséquence. Qu'est-ce que ça veut dire? Evelyn a joint les mains. Ça veut dire que votre mère a pris des dispositions qui existent entièrement en dehors de la succession de votre père. Des dispositions que Marcus ne connaît pas, que votre père ne connaissait pas. La pièce m'a soudain semblé plus petite. Quel genre de dispositions? Le genre que vous apprendrez lors de la lecture officielle du testament la semaine prochaine. Les 2 testaments de vos parents doivent être lus ensemble. Elle a fait une pause. Mais je veux que vous me fassiez confiance jusque-là. Pouvez-vous faire ça? Quoi que Marcus dise, quoi qu'il menace, ne réagissez pas. Ne signez rien. Attendez, simplement. Pourquoi? Son sourire était presque doux. Parce que votre mère est sur le point d'avoir le dernier mot. 3 jours avant la lecture du testament, Marcus a appelé. Il était 22 heures. J'étais assise dans la cuisine de Diane, les lumières tamisées, essayant de lire un livre sans en absorber un seul mot. Son nom sur l'écran de mon téléphone m'a noué l'estomac. Brianna. Sa voix était amicale, ce qui était en quelque sorte pire qu'hostile. J'ai réfléchi, cette situation, notre conflit. Ce n'est bon pour personne. Tu m'as mise à la porte de ma maison 2 jours après les funérailles de nos parents, Marcus. Je sais, je sais. J'aurais pu mieux gérer ça. Il avait l'air vraiment désolé. C'est pour ça que j'appelle. Je veux arranger les choses. J'ai attendu. J'ai rédigé un accord simple, a-t-il poursuivi. Tu renonces à toute prétention de contester la succession, et en échange, je te donne $10 000 en espèces. Assez pour que tu puisses t'installer confortablement quelque part. $10 000 pour une vie passée à m'entendre dire que j'étais moins que rien. Pour 2 ans à m'occuper de notre mère pendant qu'il ne venait que 3 fois. Pour chaque rebuffade, chaque affront, chaque moment où Marcus et mon père m'ont fait sentir que je prenais une place qui aurait dû appartenir à quelqu'un de plus méritant. Non. Brianna, sois raisonnable. Tu ne gagneras rien en probate. Le testament de papa est clair. Tout ce que tu feras, c'est dépenser de l'argent en avocat et faire traîner ça pendant des mois. Prends l'argent. Recommence à 0. J'ai dit non, Marcus. On se verra à la lecture du testament. Sa voix s'est durcie instantanément. Tu fais une erreur. Tu le sais, n'est-ce pas? Tu sortiras de cette pièce avec rien, moins que rien, et tu regretteras de ne pas avoir accepté cette offre. Alors c'est mon choix. Très bien. Il a pratiquement craché le mot. Mais souviens-toi, j'ai essayé d'être généreux. Ce qui se passera ensuite, ce sera de ta faute. La ligne s'est coupée. J'ai posé le téléphone, les mains tremblantes. Puis j'ai fait exactement ce qu'Evelyn m'avait dit de faire. J'ai attendu. Je dois faire une pause ici et vous demander quelque chose. Avez-vous déjà été pressé par votre famille de signer quelque chose?
Vous a-t-on dit que vous n'aviez pas le droit de demander ce qui est juste? Ce sentiment, cette impuissance spécifique, ça reste avec vous. Si cette histoire vous touche de près, laissez un commentaire. Je les lis tous, je le promets. Et si vous n'êtes pas encore abonné, c'est peut-être le moment, car ce qui se passe ensuite à cette lecture de testament. Ça a tout changé. La lecture du testament était prévue à 14 h un jeudi, chez Harrison et Cole. La salle de conférence avait une table en acajou assez longue pour accueillir 12 personnes, bien que nous n'étions que 6, Marcus, Victoria, moi, Evelyn Cole, son assistante, qui servirait de témoin, et, à la surprise visible de Marcus, ma grand-mère, Eleanor. Le sourire de Marcus s'est effacé quand grand-mère est entrée. Je ne savais pas que tu venais. Grand-mère Eleanor Whitfield avait 82 ans et était plus vive d'esprit que la plupart des gens de la moitié de son âge. Elle portait une robe bleu marine, ses cheveux argentés relevés, et la bague en saphir qu'elle portait depuis aussi longtemps que je me souvienne scintiller à son doigt. On m'a demandé d'être ici, a-t-elle dit simplement, en prenant le siège à côté de moi. Par ma fille. Marcus et Victoria ont échangé des regards. Eh bien, a dit Marcus, retrouvant son assurance, plus on est de fous, plus on rit, je suppose. Bien que je ne vois pas pourquoi on doit compliquer les choses. Les volontés de papa étaient claires. Evelyn a pris sa place en bout de table, des dossiers précisément arrangés devant elle. Avant de commencer, je dois noter que nous lirons 2 testaments aujourd'hui, le testament de Robert Mercer et le testament de Linda Mercer. Ce sont des documents distincts avec des dispositions distinctes. 2 testaments? Victoria a froncé les sourcils. Pourquoi cela importerait-il? Tout était en propriété conjointe. L'expression d'Evelyn est restée neutre. Pas tout, en fait. J'ai senti la main de grand-mère trouver la mienne sous la table et la serrer. Marcus a redressé sa Rolex d'un geste habitué. Très bien. Finissons-en. Lisez d'abord le testament de papa. Evelyn a ouvert le premier dossier. Très bien. Dernier testament de Robert Allan Mercer, daté d'il y a 14 mois, attesté et notarié dans le comté de Hartford. La pièce est devenue silencieuse. C'était le moment. Le testament de papa était exactement ce à quoi Marcus s'attendait. Evelyn a lu les dispositions standards à nomination d'exécuteur, paiement des dettes, instruction funéraire avant d'en arriver à la distribution des biens. À mon fils, Marcus Robert Mercer, je lègue 70% de mes biens personnels, y compris mon véhicule, mes outils et équipements d'atelier, et ma part de tous les comptes financiers détenus conjointement avec ma femme. Marcus a hoché lentement la tête, la satisfaction se lisant sur ses traits. À ma fille, Brianna Lynn Mercer, je lègue 30% de mes biens personnels restants. 30% des biens restants, a murmuré Victoria en faisant le calcul. Après les dettes et les dépenses. Donc, en gros, rien. Ce n'est pas vais-je commencer. Ça va, a coupé Marcus, magnanime maintenant. Les comptes de papa totalisaient environ 80 000 $. Tu auras quelque chose, Brianna. Peut-être 24 000 $ après que tout soit réglé. Il m'a souri comme s'il me faisait une faveur. C'est plus que ce à quoi je m'attendais que papa te laisse, honnêtement. Marcus, a dit doucement grand-mère, peut-être pourrais-tu laisser l'avocate finir. Qu'y a-t-il à finir? Il s'est adossé sur sa chaise, un bras drapé sur le dossier. La maison appartenait à papa. L'argent appartenait à papa. Je suis l'héritier principal. Brianna reçoit un prix de consolation, ce qui est généreux dans les circonstances. Victoria a sorti son téléphone, probablement déjà en train de rédiger une publication sur son héritage. En fait, a dit Evelyn, sa voix coupant court à la satisfaction de Marcus, il reste encore beaucoup à discuter. Le testament de Robert ne représente qu'une partie de la succession combinée de vos parents. Combinée? La confiance de Marcus a vacillé. Que voulez-vous dire, combinée? Evelyn a fermé le premier dossier et a ouvert le second. La succession de votre mère est distincte, et significativement plus importante que celle de votre père. La pièce est devenue très silencieuse. Marcus a cessé de sourire. Attendez, Marcus a levé la main. Maman n'avait pas sa propre succession. C'était une femme au foyer. Tout ce qu'elle avait venait de papa. Ce n'est pas exact, a dit calmement Evelyn. Si, c'est exact.
Je connais ma propre famille. Marcus s'est levé, comme si la hauteur lui donnait de l'autorité. Quoi que vous vous apprêtiez à lire, quel que soit le petit compte d'épargne que maman ait pu avoir, ça ne change rien. Papa a clairement exprimé ses volontés pendant des décennies. Le fils hérite. La fille prend ce qu'on lui donnait en est reconnaissante. Il s'est tourné vers moi, et le venin était de retour. C'est de ça que j'essayais de t'épargner, Brianna. Cette humiliation. Tu es assise là, espérant que maman t'ait laissé quelque chose. Quoi? Ces bijoux? Ces fiches de recettes? Ça n'a pas d'importance. La maison appartient toujours à papa. Le vrai argent appartient toujours à papa. Et tu es toujours la même personne que tu as toujours été. Marcus, a dit grand-mère, sa voix basse d'avertissement. Il l'a ignoré. J'espère que tu apprécieras d'être sans abri, Brianna. Parce que je me suis assuré que tu n'aies rien sur quoi te reposer. Pas de maison, pas de soutien familial, rien. Peut-être que la prochaine fois, tu réfléchiras à 2 fois avant de. Monsieur Mercé, la voix d'Evelyne était calme. Asseyez-vous. L'ordre était si inattendu que Marcus a obéi, retombant sur sa chaise. Je comprends que vous ayez des opinions sur la manière dont les biens de vos parents devraient être distribués, a poursuivi Evelyne, mais il s'agit d'une procédure légale, pas d'une dispute familiale. Le testament de votre mère contient des dispositions spécifiques qui l'emportent sur vos suppositions. Si vous m'interrompez à nouveau, je vous demanderai de partir et de recevoir l'information par écrit. Victoria a attrapé le bras de Marcus, lui chuchotant quelque chose d'urgent. Il s'est rassis, la mâchoire serrée. Evelyne a pris le second dossier. Et maintenant, a-t-elle dit, nous abordons la question de la succession de Linda Mercé, y compris la dernière section que votre mère m'a spécifiquement demandé de lire à voix haute. Pendant un terrible instant, j'ai douté de tout. Les mots de Marcus résonnaient dans ma tête. Maman était une femme au foyer. Tout ce qu'elle avait venait de papa. Et s'il avait raison? Et si la lettre, l'avocate, les promesses? Et si ce n'était qu'une mère essayant de réconforter une fille qu'elle savait laisser pour compte? J'ai baissé les yeux sur la montre Timex à mon poignet, la montre de maman. Le cuir était craquelé, le cadran rayé par des années d'usure. Elle aurait pu s'offrir quelque chose de plus joli, je le savais maintenant, mais elle portait celle-ci tous les jours jusqu'à sa mort. Que m'avait-elle vraiment laissé? Victoria chuchotait à Marcus, ses ongles manucurés tapotant contre la table. Elle a probablement juste une assurance vie ou quelque chose comme ça. Quelques milliers. Rien qui ne change notre situation. Notre situation? L'expression a attiré mon attention. Quelle situation? La main de grand-mère était toujours dans la mienne sous la table. J'ai senti sa pression se raffermir, comme si elle sentait mon hésitation. Brianna, a-t-elle murmuré si bas que seul moi pouvais l'entendre, ta mère était la femme la plus intelligente que j'ai jamais élevée. Fais-lui confiance. J'ai regardé Evelyne, qui m'observait avec une expression que je ne pouvais pas tout à fait déchiffrer. Patiente, presque pleine d'anticipation. Je suis prête, ai-je dit. Marcus a reniflé. Prête pour la déception. Victoria a ri. Evelyne les a ignorés tous les deux. Elle a ouvert le dossier et en a sorti plusieurs documents. Je pouvais voir des sceaux officiels, des tampons de notaire, des pages denses de textes juridiques. Dernier testament de Linda Eleanor Mercé, a-t-elle commencé, mis à jour il y a 18 mois, attesté par moi-même et un notaire public du comté de Hartford. La testatrice a été évaluée par le docteur Sarah Hammond, une psychiatre certifiée, et déclarée pleinement compétente pour exécuter ce document. Elle a regardé directement Marcus. Le premier point est une lettre que Madame Mercé a demandé que je lise à haute voix à tous les présents. Marcus s'est agité sur son siège. Il y a 18 mois? Maman était en pleine chimio il y a 18 mois. Son jugement était altéré. J'avais anticipé cette préoccupation, a répondu Evelyne, son ton égal. C'est pourquoi j'ai l'évaluation écrite du docteur Hammond confirmant la pleine capacité cognitive de votre mère au moment de la signature. J'ai également une documentation vidéo de la signature elle-même. Elle a sorti une clé USB et l'a posée sur la table. Votre mère ne voulait aucune ambiguïté. Elle s'est enregistrée en expliquant chaque décision de ce document. La vidéo dure 32 minutes et est disponible pour examen si quelqu'un souhaite contester sa compétence.
Le téléphone de Victoria avait cessé de bouger. Elle fixait la clé USB comme si elle pouvait la mordre. C'est. Marcus a dégluti. C'est très complet. Votre mère était une femme complète. Les lèvres d'Evelyne se sont légèrement incurvées. Maintenant, la lettre. Elle a soulevé une seule page, manuscrite sur du papier de couleur crème. J'ai reconnu le papier. Maman en avait une boîte dans son bureau, le genre cher qu'elle utilisait pour la correspondance importante. À mes enfants, a lu Evelyne, sa voix claire et mesurée. Si vous entendez cette lettre, c'est que je suis parti, et que le moment que je redoutais est arrivé. Ma gorge s'est serrée. Je vous aime tous les deux. Je veux que vous le sachiez d'abord. Mais l'amour ne me rend pas aveugle. Marcus est devenu très immobile. Pendant 35 ans, j'ai vu votre père favoriser Marcus d'une manière qu'il ne reconnaissait même pas comme du favoritisme. C'était simplement sa façon de voir le monde, les fils comptent, les filles servent. Je ne pouvais pas le changer. Croyez-moi, j'ai essayé. Evelyne a fait une pause, nous regardant. Il y a plus, a-t-elle dit, mais peut-être devrais-je continuer après que tout le monde ait eu un moment. Continuez à lire, a dit sèchement Marcus. Evelyne a hoché la tête, et je me suis préparé. Evelyne a poursuivi sa lecture, et la voix de ma mère a semblé emplir la pièce. Quand Brianna est née, Robert a dit, peut-être que la prochaine fois, nous aurons un autre garçon. J'ai tenu ma fille dans mes bras et je lui ai promis silencieusement qu'elle ne serait jamais une prochaine fois pour moi. Je l'ai vue grandir, travaillant 2 fois plus dur pour la moitié de la reconnaissance. Je l'ai vue payer ses propres études d'infirmière, tandis que Marcus recevait tous les avantages. Je l'ai vue rentrer à la maison pour s'occuper de moi pendant les 2 pires années de ma vie, changeant mes draps quand j'étais trop malade pour bouger, me tenant la main pendant la chimiothérapie. Me chantant les chansons que je lui chantais quand elle était bébé. Marcus est venu 3 fois. 3 fois en 2 ans. Je n'écris pas cela pour condamner mon fils, mais je l'écris pour expliquer pourquoi j'ai fait les choix que j'ai faits. Les biens que je lègue à Brianna ne sont pas une récompense. Ce n'est pas du favoritisme. C'est l'équilibre que je n'ai pas pu lui offrir de mon vivant. C'est ce qui lui a toujours été dû. Victoria a poussé un petit son étranglé. Si Marcus entend cela et se sent en colère, je comprends. Mais je lui demande de réfléchir, pourquoi se sent-il en droit de tout avoir? Qui lui a appris ça? Et qu'a-t-il fait pour le mériter, apparaître né homme? Le visage de Marcus avait pâli. Evelyne a levé les yeux. La lettre se termine par « Brianna, ma chère fille, tu n'es jamais un fardeau. Tu es mon cœur. Vis bien, sois heureuse, et ne laisse jamais personne te dire que tu ne mérites pas tout ce qu'il y a de bon. Avec tout mon amour, pour toujours, maman. » Le silence était absolu. Je ne pouvais pas parler. Je ne pouvais pas respirer. Grand-mère m'a glissé un mouchoir dans la main. Maintenant, a dit doucement Evelyne, discutons de ce que votre mère vous a réellement laissé. Premièrement, dit Evelyne en sortant un document du dossier, la maison. Marcus se redressa. La maison fait partie de la succession de papa. Elle a toujours été à son nom. En fait, non. Evelyne fit glisser le document sur la table. Il y a 5 ans, vos parents ont signé un acte de transfert. La propriété au 127 Maple Drive a été transférée de la propriété conjointe au seul nom de Linda Mercer. Quoi? Marcus attrapa le papier, le parcourant frénétiquement. C'est. Pourquoi papa aurait-il accepté ça? Pour la protection de la responsabilité. Votre père faisait face à un procès potentiel d'un client mécontent à l'époque. Mettre la maison au nom de votre mère la protégeait de tout jugement légal contre son entreprise. C'est une stratégie courante de planification successorale. Je n'ai jamais entendu parler d'un procès. Il a été réglé à l'amiable. Mais le transfert de propriété est resté. Evelyne produisit un autre document. Voici l'acte de propriété enregistré des registres fonciers du comté de Hartford, daté d'il y a 5 ans. La propriété, actuellement évaluée à environ 650 000 $, appartenait uniquement à votre mère. Le visage de Victoria avait pris une couleur étrange. Mais ça veut dire. Ça veut dire que votre mère avait toute autorité pour la léguer à qui elle voulait. Evelyne me regarda. Et elle vous a choisi, Brianna. Non, Marcus secoua la tête.
Non, ça doit être une erreur. Papa a dit. Il a toujours dit. Votre père croyait ce qu'il voulait croire, dit sèchement grand-mère. Linda lui a dit que le transfert de propriété était temporaire, pour le procès. Elle ne l'a jamais retransféré, et il n'a jamais vérifié. Je fixai l'acte, la signature de ma mère en bas, nette et délibérée. La maison où j'avais grandi, la maison où je m'étais occupé d'elle, la maison dont Marcus m'avait chassé, c'était la mienne. Elle avait été la mienne depuis le début. De plus, poursuivit Evelyne comme si elle n'avait pas juste fait exploser une bombe au milieu de la pièce, il y a la question de la fiducie irrévocable. La quoi? Marcus avait l'air d'avoir été frappé. Il y a 8 ans, votre mère a créé une fiducie irrévocable avec Brianna comme unique bénéficiaire. Une fiducie irrévocable, une fois établie, ne peut être modifiée ou dissoute sans le consentement du bénéficiaire. Elle existe entièrement en dehors du processus de succession. Il y a 8 ans. Marcus se tourna vers grand-mère. Tu lui as donné l'argent. Tu lui as donné le. Grand-mère ne broncha pas. J'ai donné à ma fille de l'argent qui m'appartenait. Ce qu'elle en a fait, c'était son affaire. La fiducie a été financée par un don de 400 000 $ de Madame Whitfield, confirma Evelyne. Votre mère l'a investi de manière conservatrice dans des fonds indiciels au cours des 8 dernières années. La valeur actuelle, elle consulta ses notes, est d'environ 1,2 million de $. Victoria eut l'air d'avoir reçu un coup de poing. 1,2 million de $, répéta lentement Marcus. C'est exact. Et parce que la fiducie est irrévocable et a été financée entièrement par le don de votre grand-mère, un bien propre, jamais mélangé avec les biens matrimoniaux, elle n'a jamais fait partie de la succession conjointe de vos parents. Elle a toujours appartenu à Brianna. Je n'arrivais pas à traiter le chiffre. 1,2 million de $. Ma mère qui portait une montre Timex et cultivait ses propres légumes, m'avait tranquillement bâti une fortune pendant que je pensais à peine m'en sortir. C'est une fraude, balbutia Marcus. C'est. Papa n'était pas au courant. Il n'aurait jamais. La connaissance de votre père est sans importance, dit calmement Evelyne. La fiducie a été légalement établie avec des fonds qui n'étaient jamais les siens. Il n'y avait aucune créance dessus, et vous non plus. La clé USB était posée sur la table, intacte, 32 minutes de ma mère expliquant pourquoi elle avait fait ce qu'elle avait fait. Il y a un dernier bien, dit Evelyne. Marcus avait l'air d'être sur le point de vomir. La prise de Victoria sur son bras était devenue si forte que ses jointures étaient blanches. Votre mère détenait une police d'assurance vie auprès de Northwestern Mutual, d'une valeur de 500 000 $. La bénéficiaire désignée était, elle fit une pause, Brianna Lynn Mercer, uniquement. Maman avait une assurance vie. Je ne le savais pas. Je ne savais rien de tout ça. Elle l'a souscrite il y a 12 ans, quand vous aviez 16 ans. Elle a payé les primes sur son compte personnel, avec de l'argent que votre grand-mère lui envoyait annuellement en cadeau. Votre père n'a jamais été un bénéficiaire désigné. Mais je suis son fils, dit Marcus, et il y avait quelque chose de désespéré dans sa voix maintenant, quelque chose de brisé. Je suis son aîné. Elle ne peut pas me laisser sans rien. Elle ne peut pas. Elle ne vous a pas laissé sans rien, monsieur Mercer. Evelyne sortit une dernière page. Le testament de votre mère spécifie que vous devez recevoir ses effets personnels, des albums photos, sa collection de bijoux et une lettre qu'elle a écrite spécialement pour vous. Une lettre? Marcus rit, mais c'était un rire creux. Elle laisse des millions à Brianna, et moi, j'ai une lettre? Et les bijoux ont des pièces significatives, a proposé Evelyne. Je ne veux pas de ces bijoux. Marcus a frappé la paume de sa main sur la table. Victoria a sursauté. Je veux ce qu'on m'a promis. Je veux ce que j'ai mérité. Ce que tu as mérité? J'ai parlé avant de pouvoir m'en empêcher. Les mots sont sortis doucement, mais ils ont rempli la pièce. Tu as rendu visite à maman 3 fois en 2 ans, Marcus. 3 fois. Tu m'as dit que je n'étais qu'un fardeau alors que je lui tenais la main pendant la chimiothérapie. Que as-tu mérité, exactement? Il m'a dévisagé. Je l'ai dévisagé en retour. Discutons des chiffres totaux, a dit Evelyne, et j'ai pu entendre la plus légère satisfaction dans son ton professionnel. C'est contesté. Marcus s'est levé si vite que sa chaise a failli basculer.
Je conteste tout. Maman n'était pas dans son état normal. La chimio, les médicaments. Elle n'aurait pas pu prendre ses décisions rationnellement. Evelyne est restée assise. Comme je l'ai mentionné, votre mère a subi une évaluation cognitive par le docteur Sarah Hammond, une psychiatre certifiée non affiliée à son traitement médical. L'évaluation a conclu que Madame Mercé était pleinement compétente et comprenait la nature et les conséquences de ses décisions. Les psychiatres peuvent se tromper. De plus, la signature de son testament a été enregistrée sur vidéo. Evelyne a tapoté la clé USB. Dans cette vidéo, votre mère articule clairement ses raisons pour chaque legs. Elle aborde également directement la possibilité que vous puissiez contester et explique pourquoi une telle contestation échouerait. La mâchoire de Marcus s'est crispée. De plus, a poursuivi Evelyne, la fiducie irrévocable et les désignations de bénéficiaires d'assurance vie ne sont pas sujettes à contestation de testament. Ce sont des instruments juridiques indépendants qui contournent entièrement le processus de succession. Vous n'avez aucune qualité pour les contester. Il doit y avoir quelque chose. Si vous souhaitez contester le testament de votre père, vous pouvez le faire, bien que je vous conseille de consulter votre propre avocat sur les coûts par rapport au recouvrement potentiel. Quant aux arrangements de votre mère, le regard d'Evelyne était fixe, elle a anticipé vos objections, monsieur Mercé. Elle a passé 8 ans à s'assurer que tout était blindé. Grand-mère Eleanor a pris la parole. Ma fille n'a pas fait ça par dépit, Marcus. Elle l'a fait parce qu'elle savait. Nous savions tous que sans protection, Brianna ne recevrait rien. Et Brianna méritait mieux que rien. Marcus s'est tourné vers grand-mère, le visage déformé. Tu l'as aidé à cacher ça. Tu l'as aidé à m'exclure. J'ai aidé ma fille à protéger sa fille, a dit simplement grand-mère. La même chose que n'importe quelle mère ferait. Marcus n'a pas eu de réponse à ça. Victoria a craqué la première. C'est insensé. Elle s'est levée, son sang-froid soigneusement entretenu s'effritant enfin. C'est une infirmière. Elle torche des personnes âgées. Et elle reçoit 2 millions de dollars pendant que nous. Pendant que nous. Pendant que vous quoi, Madame Mercé, a demandé Evelyne avec douceur. La bouche de Victoria s'est ouverte et s'est fermée. Elle en avait trop dit, et elle le savait. Vous êtes sur le point de perdre votre maison à Greenwich, a dit grand-mère. Sa voix était calme, mais elle a tranché dans la pièce. Pensiez-vous que nous ne savions pas pour l'investissement raté de Marcus? La perte de 400 000 dollars, les avis de saisie? Marcus est devenu blanc. Comment savez-vous? Linda le savait, a dit grand-mère. Elle était au courant des dettes, des mauvaises affaires, du désespoir. Elle savait que vous comptiez sur cet héritage pour vous renflouer. C'est pour ça qu'elle s'est assurée que vous ne puissiez pas toucher à ce qu'elle avait bâti pour Brianna. J'ai regardé mon frère, je l'ai vraiment regardé pour la première fois depuis des années. La Rolex, le costume Hugo Boss, la BMW sur le parking, tout cela n'était qu'un échafaudage, ai-je réalisé. Une façade construite sur du crédit, des promesses et la supposition que l'argent de nos parents serait toujours là pour le rattraper. Tu comptais tout prendre, ai-je dit lentement. Non pas parce que tu en avais besoin, mais parce que tu te noyais. Je ne me noie pas, a rétorqué Marcus. J'ai eu un revers, c'est tout. Un revers temporaire que la succession de papa aurait sauvé, ai-je terminé. Sauf que la succession n'était pas ce que tu pensais. Victoria s'est affalée sur sa chaise, son mascara commençant à couler. Tu as passé toute ta vie à t'entendre dire que tu méritais tout, ai-je dit. Et tu ne t'es jamais demandé si c'était vraiment vrai. Marcus n'a pas répondu. Il ne le pouvait pas. Je veux faire une pause ici un moment. Je sais que certains d'entre vous regardent et pensent, pourquoi Victoria dirait-elle ça à voix haute? Pourquoi révélerait-elle leurs problèmes financiers devant tout le monde? La réponse est la peur. Quand la chose sur laquelle vous comptiez disparaît, vos instincts de survie prennent le dessus. Vous cessez de penser aux apparences. Si cette histoire vous touche, cliquez sur le bouton d'abonnement, car nous sommes presque à la fin et il y a encore une chose que je dois vous dire. Evelyne a attendu que la pièce redevienne calme avant de parler. Pour mémoire, a-t-elle dit, permettez-moi de résumer le total des actifs revenant à Brianna Mercé. Elle a consulté ses notes, bien que je soupçonne qu'elle connaissait les chiffres par cœur. De la succession de sa mère, la propriété au 127 Maple Drive,
valeur estimée, 650 000 $. De la fiducie irrévocable établie en 2018, 200 000 $. De la police d'assurance vie Northwestern Mutual, 500 000 $. Elle a levé les yeux. De plus, de la succession de son père, 30% des actifs liquides restants, environ 24 000 $. La respiration de Victoria était devenue courte. Le total, a poursuivi Evelyn, sa voix mesurée et professionnelle, est d'environ 374 000 $. Le chiffre flottait dans l'air, 374 000 $. Ma mère, qui cultivait des légumes, portait une montre Timex et n'achetait jamais rien dont elle n'avait pas besoin, m'avait laissé près de 2,5 millions de $. Marcus a émis un son étrange. Il s'agrippait au bord de la table, ses jointures blanches comme des os, son visage de la couleur d'un vieux papier. Il a essayé de se lever, peut-être pour protester, peut-être pour partir, puis ses yeux se sont révulsés et il s'est effondré. Sa tête a heurté le bord de la table en tombant. Victoria a crié. L'assistante d'Evelyn bougeait déjà, appelant le 911, vérifiant son pouls. Je suis resté figé, regardant mon frère, inconscient sur le tapis d'un cabinet d'avocat, abattu par des chiffres sur une page. Il respire, a rapporté l'assistante. Le pouls est stable. Il s'est probablement juste évanoui. Grand-mère a serré ma main. Ta mère serait fière de toi, a-t-elle dit doucement. Pas pour l'argent. Pour ce que tu es devenu, malgré tout. Je n'ai pas pu répondre. J'essayais encore de comprendre. Les ambulanciers ont dit que c'était une syncope, une chute soudaine de la pression artérielle déclenchée par le choc. Rien de dangereux, juste la façon dont son corps traitait ce que son esprit ne pouvait accepter. Ils ont bandé la petite coupure sur son front et lui ont recommandé de voir son médecin, mais il a refusé le transport. 20 minutes après s'être effondré, Marcus était de retour sur sa chaise, pâle et instable, Victoria planant au-dessus de lui comme s'il pouvait se briser. Il m'a regardé. Tu savais, a-t-il dit d'une voix rauque. Tu savais tout ça. Non, et je le pensais. Pas avant quelques jours. Et même là, je ne savais pas combien. Mais tu soupçonnais. Tu es restée assise là, l'air innocent, et tu soupçonnais. Je savais que maman m'aimait, ai-je gardé une voix égale. C'est tout ce que je savais avec certitude. Son rire était amer, brisé. Et moi non. Elle ne m'aimait pas. Je pense qu'elle t'aimait, ai-je dit lentement. Je pense qu'elle aimait qui tu aurais pu être. Mais elle a aussi vu qui tu as choisi de devenir. La main de Victoria s'est resserrée sur son épaule. Marcus, on devrait y aller. On doit trouver. Trouver quoi? Sa voix s'est brisée. Comment payer notre hypothèque? Comment dire à la banque qu'on ne reçoit rien? Il m'a regardé avec quelque chose qui aurait pu être du désespoir. Brianna, tu dois m'aider. On est une famille. Les mots sont restés en suspens. Famille. 3 visites en 2 ans. Tu n'es qu'un poids mort. Profite bien d'être sans abri. Marcus, ai-je dit, tu m'as mise à la porte de ma propre maison avant que les fleurs de notre mère n'aient fané. Tu m'as dit que je n'étais qu'un fardeau. Tu as essayé de me faire renoncer à tout pour 10 000 $. Je me suis levé. Je ne vais pas faire comme si ça n'était pas arrivé. Tu dois comprendre, a dit Marcus, la voix s'élevant. J'étais stressé. Les investissements, la pression. Je ne pensais pas la moitié de ce que j'ai dit. Ce n'est pas vraiment moi. Alors qui es-tu, Marcus, ai-je demandé doucement. Parce que je te connais depuis 28 ans, et je n'ai jamais vu de preuve de quelqu'un de différent. Il a tressailli. Je ne vais pas laisser mon frère devenir sans abri, ai-je dit. Je ne suis pas cruel. Mais je ne vais pas non plus te sortir de décisions que tu as prises en me traitant comme si je ne valais rien. Alors quoi? Tu pars avec des millions, et je n'ai rien. Tu as exactement ce que tu as mérité. J'ai pris mon sac, le même sac en cuir usé que j'avais porté pendant mes études d'infirmière, pendant 2 ans de service de nuit, à chaque fois que ma famille me rabaissait. Tu as les conséquences de tes choix, de la même manière que j'ai enfin les conséquences des miens. Victoria a commencé à parler, mais j'ai levé la main. Si vous voulez me contacter, vous pouvez passer par Evelyn. Mais toute relation personnelle entre nous? J'ai regardé mon frère, cet homme avec qui j'avais grandi,
qui m'avait tenu la main le premier jour d'école, qui était devenu quelqu'un que je reconnaissais à peine. Ça va prendre du temps, beaucoup de temps. Et honnêtement, je ne sais pas si on y arrivera un jour. Brianna. Je ne fais pas ça pour te faire du mal. Ma voix était stable. Je le fais parce que j'ai enfin compris quelque chose que maman a essayé de m'apprendre, je n'ai pas à accepter un traitement que je ne donnerai pas à quelqu'un d'autre. Je me suis dirigé vers la porte. Maman t'aimait, ai-je dit par-dessus mon épaule. Mais elle m'aimait assez pour me protéger de toi. C'est ça, la différence. Je n'ai pas attendu sa réponse. Grand-mère m'a suivi dans le couloir. Attends, a-t-elle dit en m'attrapant le bras. J'ai quelque chose pour toi. Elle a sorti de son sac à main une petite boîte en velours, bleu marine, usée et douce au coin. Ta mère voulait que tu aies ça. Elle m'a demandé de te le donner après la lecture. À l'intérieur se trouvait sa bague en saphir, celle que grand-mère avait portée aussi longtemps que je me souvienne, celle que j'admirais depuis que j'étais petite. Grand-mère, je ne peux pas. C'est à toi. C'était à moi, a-t-elle corrigé doucement. Je l'ai donnée à ta mère le jour de son mariage. Et elle me l'a rendue quand elle a su qu'elle allait mourir, pour que je puisse te la donner le moment venu. Je l'ai glissée à mon doigt. Elle allait parfaitement. Il y a autre chose que tu devrais savoir, a dit grand-mère, quelque chose que même ta mère n'a pas mis dans le testament. J'ai levé les yeux. Linda voulait quitter ton père il y a des années, avant ta naissance. Mais ensuite elle est tombée enceinte de Marcus, et elle est restée. Elle est restée pour vous, les enfants. Je ne savais pas. Personne ne le savait. Elle a fait au mieux. Mais elle a toujours regretté de ne pas pouvoir vous offrir une enfance différente. Les yeux de grand-mère brillaient de larmes non versées. La fiducie, l'assurance, tout ça. C'était sa façon de te donner la liberté qu'elle n'a jamais eue. La liberté de t'éloigner des gens qui ne te valorisent pas. Je l'ai serrée dans mes bras, cette petite femme qui avait aidé ma mère à planifier pendant 8 ans pour me donner un avenir. Merci, ai-je murmuré. Ne me remercie pas, a-t-elle dit. Vis bien, c'est tout. C'est tout ce que ta mère a toujours voulu. Derrière nous, j'ai entendu Marcus et Victoria partir enfin, leur voix basse et tendue. Je n'ai pas regardé en arrière. Un mois plus tard, j'étais assise dans le bureau d'une conseillère financière à Hartford, quelqu'un qu'Evelyn m'avait recommandé, une femme avec 20 ans d'expérience et aucun intérêt à s'enrichir sur mon inexpérience. Voici ma recommandation, a-t-elle dit en faisant glisser un document sur le bureau. Nous gardons la fiducie investie. Ne retirez que ce dont vous avez besoin pour vivre. L'assurance vie va dans un compte d'épargne à haut rendement pour les urgences et les opportunités. Nous remboursons immédiatement vos prêts étudiants, soit environ 42 000 $. Et vous continuez à travailler. Continuez à travailler. Je m'attendais à ce qu'elle me suggère de prendre ma retraite, de voyager, de faire quelque chose d'extravagant. Vous aimez votre travail, a-t-elle dit simplement. L'argent ne devrait pas changer qui vous êtes. Il devrait juste vous donner des options. C'est donc ce que j'ai fait. J'ai remboursé mes prêts, une dette que je grignotais depuis 6 ans, disparue en une seule transaction. J'ai gardé mon poste à Maplewood, bien que je sois passé au service de jour, maintenant que je n'avais plus besoin de la prime de nuit. Je suis resté chez Diane pendant encore un mois, le temps de décider quoi faire de la maison. Car la maison était compliquée. C'est là que je m'étais occupé de maman, là où on m'avait jeté comme une ordure, là où Marcus et Victoria avaient bu du vin pendant que mes affaires trempaient sous la pluie. C'était aussi l'endroit où maman avait cultivé son jardin de lavande, où elle m'avait bordé le soir, où elle avait discrètement rencontré des avocats et construit un avenir que je n'avais jamais soupçonné. Je n'étais pas prête à y vivre. Pas encore. Mais je n'étais pas prête à la vendre non plus. Lula, a suggéré Diane un soir. Laisse-la se payer toute seule pendant que tu réfléchis. Il n'y a pas d'urgence. Elle avait raison. Pour la première fois de ma vie, il n'y avait pas d'urgence. J'avais du temps maintenant. Maman me l'avait donné. 3 mois après la lecture du testament, grand-mère m'a appelé avec des nouvelles. Marcus a dû vendre la maison de Greenwich, a-t-elle dit. Victoria a demandé le divorce la semaine dernière. J'étais au travail, en pause, assise dans la même cage d'escalier où j'avais appris la mort de nos parents. Étrange comme les lieux accumulent les moments. Comment le sais-tu ?
Son annonce est apparue sur Zillow, et l'Instagram de Victoria est très explicite, le ton de grand-mère était sec. Elle se présente déjà comme une survivante d'abus financiers narcissiques. Citation directe. J'ai presque ri. Presque. Est-ce qu'il va bien? Définis-le bien, a soupiré grand-mère. Il vit dans un appartement à Bridgeport. Il travaille toujours dans l'immobilier, mais plus dans son ancienne agence. Je ne pense pas que quiconque l'invite encore au cocktail de Greenwich. La version de moi d'il y a 3 mois aurait pu ressentir une certaine satisfaction. La nouvelle version, celle qui avait eu le temps de digérer, de faire son deuil, de guérir, se sentait juste fatiguée. Je ne lui souhaite aucun mal, ai-je dit. Je sais que non. C'est la différence entre vous deux. Est-ce que maman était au courant des dettes, des problèmes financiers? Elle s'en doutait. C'est en partie pour ça qu'elle a fait ce qu'elle a fait. Elle savait que s'il y avait de l'argent disponible, Marcus trouverait un moyen de le prendre. Non pas parce qu'il est mauvais, mais parce qu'il a été élevé en croyant que tout lui était dû. J'ai pensé à mon frère, seul dans un appartement de Bridgeport, sa femme partie, son style de vie effondré. J'ai pensé au garçon qui me poursuivait dans le jardin, qui me laissait monter sur ses épaules lors des défilés. Je ne savais pas où ce garçon était passé, mais je savais que je ne pouvais pas le sauver. Je vais à la maison ce week-end, ai-je dit à grand-mère. Pour la première fois depuis tout ça. Tu veux de la compagnie? Oui, ai-je dit, je crois bien. Le jardin de lavande avait survécu à l'hiver. Pas entièrement, certaines plantes étaient devenues brunes et cassantes. Mais là, sous le soleil d'avril naissant, je pouvais voir de nouvelles pousses vertes percer le sol. La vie. Têtue et persistante, refusant d'abandonner. Grand-mère se tenait à côté de moi, son bras passé sous le mien. Elle a planté ce jardin l'année de ta naissance, a-t-elle dit. Le savais-tu? Non. J'avais toujours supposé que c'était juste quelque chose que maman aimait, pas quelque chose qui avait un sens. Elle disait que la lavande protégeait, purifiait. Elle voulait que de bonnes choses poussent autour de toi. J'ai franchi la porte de derrière. Ma clé fonctionnait parfaitement maintenant, j'avais fait changer les serrures des semaines auparavant. Je me tenais dans la cuisine où j'avais préparé d'innombrables tasses de thé à maman, où je lui avais tenu la main à travers la nausée et la peur. La maison était silencieuse. Marcus l'avait laissée relativement propre en partant, soit par un reste de honte, soit parce qu'il était trop pressé pour la saccager. Les affaires de maman étaient toujours là. Ses fiches de recettes dans le tiroir, ses lunettes de lecture sur la table de chevet, son peignoir accroché dans le placard. Je suis allé dans sa chambre et je me suis assise au bord du lit. Sur la table de chevet se trouvait un petit album que je n'avais jamais vu. À l'intérieur, des photographies de moi, de la petite enfance à l'âge adulte, premier pas, premier jour d'école, diplôme d'infirmière, chaque étape dont elle avait été témoin. Sur la première page, de son écriture soignée, pour ma plus courageuse fille. Grand-mère s'est assise à côté de moi. Elle a passé des semaines à le préparer, a-t-elle dit, pendant la chimio, quand elle ne pouvait pas dormir. Elle disait que c'était sa façon de compter les bonnes choses. J'ai serré l'album contre ma poitrine et je me suis enfin laissé pleurer. Pas de deuil cette fois. De la gratitude. 6 mois après la lecture de ce testament, je me suis inscrite à un programme d'infirmière praticienne. C'était quelque chose que je voulais depuis des années, la chance de faire plus que des soins au chevet du patient, de diagnostiquer et de traiter, d'aider les patients d'une manière plus profonde. Mais le programme était cher, et entre mes prêts étudiants et mes économies quasi inexistantes, cela avait toujours semblé un rêve lointain. Maintenant, je pouvais me le permettre. J'ai utilisé l'argent de la fiducie, en suivant le plan établi par ma conseillère financière, assez pour les frais de scolarité et les livres, le reste continuant de fructifier tranquillement en arrière-plan. J'ai continué à travailler à temps partiel à Maplewood parce que je n'étais pas prête à quitter les patients que j'avais appris à aimer. Diane et moi avons trouvé un appartement ensemble près de l'hôpital, 2 chambres, un petit balcon où j'ai commencé à cultiver de la lavande en pot. Elle disait que vivre seul était surévalué de toute façon, et j'ai dit qu'avoir une colocataire signifiait avoir quelqu'un avec qui partager les abonnements de streaming. Nous savions toutes les deux que c'était plus que ça. Grand-mère appelait tous les dimanches. Elle me racontait des histoires sur maman-enfant, sur leurs aventures avant qu'elle ne rencontre papa, sur la femme qu'elle était avant que la vie ne l'use. J'enregistrais les appels sur mon téléphone,
constituant une archive de la mère que j'apprenais encore à connaître. Et la maison sur Maple Drive, je l'ai louée à une jeune famille, une infirmière, en fait, de Maplewood, son mari et leurs 2 petites filles. La fille aînée a demandé si elle pouvait s'occuper du jardin de lavande. J'ai dit oui. J'ai dit oui à beaucoup de choses cette année-là, aux opportunités, au repos, au lent processus de compréhension que je valais plus que ce qu'on m'avait dit. Ma mère ne m'a pas donné d'argent. Elle m'a donné la permission de croire que je le méritais. J'ai beaucoup réfléchi à la raison pour laquelle Marcus est devenu ce qu'il est. Non pas pour l'excuser, il n'y a aucune excuse pour la façon dont il m'a traité, mais pour comprendre. Mon frère a grandi en s'entendant dire qu'il était spécial, simplement parce qu'il était né homme. Il n'avait rien à prouver. Le monde était à lui par défaut. Il n'a donc jamais développé les muscles de l'empathie, du mérite, de la reconnaissance que les besoins des autres comptaient autant que les siens. Les psychologues appellent ça le sentiment de droit, la conviction que l'on mérite des choses sans effort. Ce n'est pas inné, c'est enseigné. Et une fois que c'est là, il est presque impossible de le désapprendre, car admettre que l'on n'est pas spécial signifie admettre que toute son identité était un mensonge. Marcus n'est pas un monstre. C'est le produit d'un système qui lui a dit qu'il valait plus qu'il ne l'était. Et quand la réalité l'a finalement rattrapé, il n'a pas su comment y faire face. Je ne sais pas s'il changera un jour. Je l'espère. Mais je sais aussi que son changement n'est pas de ma responsabilité. Ma responsabilité est envers moi-même, de vivre la vie que maman voulait pour moi, de fixer des limites qui protègent ma paix, de me souvenir que s'éloigner des personnes toxiques n'est pas de la cruauté. C'est de la survie. Si vous regardez ceci et qu'on vous a dit que vous n'étiez pas assez par votre famille, par vos partenaires, par quiconque aurait dû vous aimer, je veux que vous sachiez, ils avaient tort. Vous avez toujours été assez. Parfois, les personnes qui nous aiment nous protègent d'une manière que nous ne voyons pas. Et parfois, nous devons devenir nos propres protecteurs. C'est ce que j'ai appris de ma mère. Si cette histoire a signifié quelque chose pour vous, j'aimerais connaître vos pensées dans les commentaires. Parlez-moi de quelqu'un qui vous a protégé, ou de quelqu'un dont vous auriez souhaité qu'il le fasse. Et si vous voulez plus d'histoires comme celle-ci, consultez les liens dans la description. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Cela signifie plus que vous ne le pensez.